Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis le seul non-chercheur de l'assistant. Ah non? Ah si, il y avait Régis Marcon hier matin. Et Jean-Luc. Ah oui, pardon. Donc nous sommes deux. Un 3 avec Régis. Voilà. Merci de m'accueillir. Merci Samuel, merci Marc-André. Marc-André qui avait assuré la postface de cette enquête. La cause végane. Un nouvel intégrisme, point d'interrogation, le point d'interrogation n'étant là que par politesse, pour éviter des soucis divers et variés, que de toute façon j'ai pris en pleine figure après, je vais y revenir. Moi d'où je viens d'un milieu prolo de chez prolo, dans un bassin industriel du Nord-Pas-de-Calais, où la viande était un indicateur social, était une conquête sociale au même titre que la voiture, donc j'ai baigné dans la bidoche, pendant toute ma vie, et la bidoche était véritablement, pour mes deux familles paternelles et maternelles, anciens combattants, résistants, d'un côté communiste, de l'autre côté gaulliste, des gens qui s'étaient battus toute leur vie, ils y tenaient, il fallait absolument qu'il y ait de la viande 2 fois par jour, et donc des patates, vu que je suis né dans le Cambrésis, région où il n'y a rien d'autre que des patates, de la betterave, du colza, un peu de lin, blague dans le coin. Moi les légumes, je les ai découverts tard, parce qu'on en faisait finalement assez peu. J'ai découvert le kiwi, je me souviens, sur le marché de ma ville de Caudry, en 1980, c'était 10 francs le kiwi, et c'était pour ma mère une conquête sociale presque, en soi. Donc j'ai vécu dans la bidoche, oui. Ah oui, il faut que je rapproche le micro. Et pourtant, j'en mange très peu, je ne suis pas un gros mangeur de bidoche. Je vous dis tout ça pour savoir d'où je viens, s'il y a des biais dans mon étude sur le véganisme. Je ne suis pas un gros mangeur de bidoche, je suis pas loin d'être végétarien finalement, pour une raison simple, c'est que je fais à bouffer chez moi, je travaille chez moi, je fais à bouffer pour mes enfants, et en fait c'est plus marrant de cuisiner des végétaux que de la bidoche, même si un peu de bidoche c'est pas mal, parce que ça donne un peu de goût. D'ailleurs j'ai découvert, je suis bouleversé, cher Jean-Luc, le bœuf carotte, qui est un des plats que j'aime à préparer, les plats mijotés, j'adore ça, mais je le fais façon ch'ti, c'est-à-dire façon carbonade, donc bien calorique, et là on est déjà à 5820 grammes de CO2. Moi je pense que je suis à 10 000, parce que la carbonade c'est le bœuf carotte cuit à la bière brune très longtemps pendant une journée, avec de la vergeoise, c'est-à-dire sucre et caramel, évidemment servi avec des frites. Nous sommes d'accord. Frites à partir de Binch, la patate dégueulasse du Nord, qui est gavée de pesticides, de fongicides, de tout ce que vous voulez. Voilà, et pourtant je suis encore là et vivant. Alors où est mon intérêt pour le véganisme? Il vient un peu de ce que je viens de vous dire, et ce que je vais vous dire répond en partie à la question posée, à savoir que moi j'étais en partie élevé par mes grands-parents maternels, staliniens, des staliniens de chez staliniens. Mon grand-père considérait que Gorbatchev était un fasciste de droite. Il est quasiment mort sur son canapé de voir l'effondrement de l'URSS. Je ne sais pas ce qu'il penserait aujourd'hui. Donc j'ai été élevé par lui, et donc j'ai été élevé, en tête, j'ai le discours idéologique qui m'a donné, comment dirais-je, une espèce de deuxième sens, de sixième sens face à tous les gens qui veulent faire mon bonheur à ma place. Et c'est ce que j'ai ressenti avec le véganisme. Mais franchement... Donc ça, c'est resté bien en tête. Et puis moi, dans mon histoire de journaliste, alors je suis un chercheur refoulé en fait. C'est pour ça que j'ai une grande passion pour le monde de la recherche. Je me suis arrêté aux portes de la thèse, au laboratoire d'écologie numérique de l'Université de Lille. Et j'ai tout de suite embrayé sur des enquêtes environnement, d'abord au magazine Géo. Et récemment, il y a une dizaine d'années, en fait, je me suis rendu compte que je ne faisais que parler d'agriculture, que parler de bouffe, que travailler finalement avec le monde agricole et des chercheurs, beaucoup à l'INRAE et au Muséum, qui travaillent plus ou moins sur cette question. J'en suis arrivé à faire un livre, puis 2 livres sur les sols, et je me suis rendu compte à quel point parler des sols, parce que je fais beaucoup de conférences, je fais beaucoup d'animations de débats, à quel point parler des sols, c'était un des meilleurs moyens pédagogiques de parler du reste, d'aménagement du territoire, de transport, de logement, d'agriculture, et que le deuxième moyen, on en arrive par le sol, c'est la bouffe. D'un point de vue pédagogique, parler de bouffe et parler de sol, ça permet de parler de tout. Alors mes copains écolos parlent ni de l'un ni de l'autre en gros. Ils parlent de nucléaire, d'OGM, c'est très bien, c'est magnifique, de chasse, bon, très bien. Mais on va pas très loin avec ces sujets-là.
Et tout en travaillant, donc j'ai travaillé de plus en plus sur la question des sols, sur la question alimentaire, j'ai travaillé de plus en plus avec le monde agricole, et quel que soit le type d'agriculteur, quel que soit le type de syndicat, j'ai vu poindre dans les années 2015-2016 une peur, la peur de la faim, de l'élevage, la peur de la faim de l'agriculture et la peur du véganisme. Et ça m'a surpris. Je leur demandais, mais vous êtes grand, vous êtes fort, vous avez des bêtes, vous avez la capacité d'emmerder le monde en cramant des pneus, en bloquant le périphérique avec des tracteurs, et vous avez peur de quelques bobos qui ont l'air tout maigres, tout gris, parce que simplement ils ne veulent pas manger de viande. Et donc j'ai voulu interroger tout ça, savoir d'où ça vient. Et en 2018, Paul Ariès et Jocelyne Porcher, que vous connaissez sans doute, m'ont demandé de co-signer une tribune que j'ai réécrite avec eux dans Libération, qui s'est intitulée, et vous allez voir ce que ça a donné, qui s'est intitulée « Pourquoi les véganes ont tout faux ». Et pourquoi ils m'avaient demandé de travailler avec eux sur ce sujet, c'est parce qu'on avait ras-le-bol de subir des menaces de mort. Des menaces parfois physiques, notamment Jocelyne Porcher, faites-la un peu parler sur ce qu'elle a subi dans des amphithéâtres, c'était de l'insulte, c'était presque de l'agression physique. Et donc on a envoyé ce texte au Monde et à Libé, et moi j'étais absolument certain que ces textes ne seraient jamais publiés, parce que Le Monde, Libé, véhicule en tant que média dominant le discours vegan. Et là, au miracle, les deux se sont battus pour publier cette tribune, et c'est celui qui nous a donné le plus de pages, à savoir Libé, qui a eu notre tribune. Et là, au miracle, quand je reçois le PDF du confrère qui avait édité notre tribune, vous savez, normalement une tribune, c'est une demi-page maximum. Là, on a eu 2 pages, avec une photo, et un rappel en couverture, ce qui ne s'était jamais produit. Et là, j'ai senti le piège. Je me suis dit, connaissant Libé, c'est pas bon. Ils ont besoin de dresser face aux véganes des gens sur lesquels frapper. Voilà. Et en fait, je m'étais complètement trompé. Donc la tribune a été diffusée un lundi. Dans la journée, moi, j'étais pas encore sur Facebook. C'était un tombereau d'insultes. Ma femme m'a dit, surtout ne regarde pas. Mes potes qui étaient sur Facebook m'ont dit, ne regarde pas, ça va loin. Ça va tellement loin que j'ai donc reçu, c'est ma médaille de menaces de mort, en bonne et due forme. On sait où tu habites, on sait où sont tes enfants, blablabla. C'est classique, hein. Il y a le prix Albert Londres et puis il y a les menaces de mort quand on est journaliste. Blague dans le coin, on se sent extrêmement sale. C'est très troublant de recevoir des tombereaux d'insultes pendant des jours et des jours, avec le même phrasé que moi j'entendais à la cellule du PC de Caudry, là où mon grand-père rameutait les foules. J'étais un ennemi. Alors il y avait à la fois ce discours-là, et puis il y avait un discours d'ordre religieux, et je vais y venir. Donc il y a eu cette tribune. Le lendemain, alors finalement, la tribune donc a déclenché beaucoup, et elle a déclenché surtout le lendemain un contre-article de Libé qui a consacré 6 pages au véganisme pour répondre à notre pauvre tribune, avec un édito plutôt dans notre sens de Serge July et un papier d'accroche plutôt dans notre sens. Résultat, Libé a perdu des abonnés, et c'est une des rares fois où, dans la vie de Libé, le site web a explosé tellement il était saturé de messages. De messages à la fois haineux et en même temps de messages qui nous disaient « Enfin, des gens osent s'opposer aux véganes ». C'est à peu près moitié-moitié. Suite à quoi donc, pour continuer à enquêter, j'ai fait ce livre, mais ce livre a été extrêmement difficile à monter parce que juridiquement, les gens avaient peur, l'éditeur avait peur de réaction du monde vegan. Finalement, le livre s'est fait et la presse n'en a absolument pas parlé. Zéro, sauf la presse de droite. Presse de gauche, rien. Presse de droite en a parlé, notamment le Figaro, qui a dit, voilà, le livre, enfin, ose s'opposer, etc. On interprète ça comme on veut. Moi, j'interprète ça comme le fait qu'il y a des véganes qui ont envie de ne pas manger de viande, mais qui se trouvent derrière des gens qui se servent d'eux pour véhiculer un discours d'ordre eschatologique, d'ordre religieux, d'ordre puritain, et qui sont d'une violence à l'opposé de la gentillesse qu'ils affichent en permanence. Et c'est un discours qui est porté, qui est devenu fondateur pour une partie de notre classe sociale, hein, selon les critères de l'INSEE, CSP+, profession intellectuelle supérieure, la bourgeoisie intellectuelle dite de gauche, qui, ça c'est ce que dit, zut, j'ai oublié le nom de cette chercheuse,
une forme de bourgeoisie intellectuelle de gauche qui dit aux autres ce qu'ils doivent penser, comment ils doivent se déplacer, comment ils doivent manger. Globalement, ils sont plus à gauche qu'à droite. Et du coup, le véganisme est devenu un critère de différenciation sociale et un critère de différenciation politique. Encore une fois, mais il n'y a que la presse de droite qui a parlé de ce livre, la presse de gauche, zéro. Et moi qui ai passé 10 ans à France Inter, où je connais tout le monde, personne n'en a parlé. Et d'ailleurs, le sujet du véganisme, quand j'étais à France Inter, à CO2 Mon Amour, j'étais la deuxième voix de l'émission, on n'en parlait jamais. Parce qu'à chaque fois qu'on en parlait, c'était des tombereaux de mails et on se faisait engueuler par la direction. Parce qu'il ne faut pas toucher aux véganes. C'est comme si on disait, il ne faut surtout pas parler de l'islamisme, parce que sinon les musulmans vont croire qu'on s'adresse à eux. Vous vous rendez compte ? Donc on ne parle pas du véganisme, parce que ça pourrait choquer, gêner les gens qui simplement veulent manger sans viande. Alors malgré tout, bon, ce livre est sorti, retombereau d'insultes, remenaces de mort, etc., etc. Émeric Caron me déteste. Oui. Alors lui, c'est un vrai méchant. Hein. Alors qu'à l'opposé, les gens d'L214 sont plutôt des gens de bonne composition, sont plutôt des gens sympathiques. D'ailleurs, un des fondateurs, Sébastien Arsac, est fils et petit-fils d'éleveurs et de charcutiers. Et ce qu'il ne dit jamais, c'est que jusqu'à finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, il se couchait qu'un saucisson sous son oreiller. Et qu'à chaque anniversaire de son frère, il lui offre un saucisson ou une saucisse sèche. Marrant quand même. Hein. Moi, ce que j'ai perçu dans le discours vegan, c'est vraiment un discours sectaire, d'ordre religieux, qui véhicule une forme de quête de pureté. Mais dans une époque qui est aussi en recherche de pureté. Il faut manger sain pour être sain. Il faut se débarrasser des oripeaux de notre société qui détruit la planète. Donc il faut vivre dans la naturalité. Mais en même temps, cette naturalité, on n'en veut pas, parce que la naturalité, c'est la nature, et la nature est un concept humain. Or, quand on est un vegan pur et dur, on est aussi antispéciste, et donc la nature ne peut pas exister, vu que c'est un concept humain. Ça, c'est le discours de Sébastien Arsac, le cofondateur d'L214. Moi, la nature, je m'en fous, vous pouvez lire dans le bouquin. La nature est un concept humain, donc je ne m'en occupe pas. Moi, je veux m'extraire, me sortir de la nature. Et je m'en sors aussi en ne mangeant pas de viande, parce que la viande, c'est l'animal, c'est la mort, c'est le sang répandu, et ça va bien dans l'idée d'une société qui fuit de plus en plus, selon moi, les affres de la vie, la souffrance, la vieillesse, et puis toutes les matières qui constituent le propre anthropologique dans notre société. Donc on fuit la terre, on fuit l'arbre qu'on coupe, on fuit la bête, on fuit la souffrance, on fait comme si il n'y avait pas une menace à l'Est, par exemple, on ne regarde rien, on se préoccupe de soi, et on prétend que le monde demain sera un monde coupé de la nature, qui en plus est abject de la nature, parce qu'en plus d'être un concept humain, tout ça c'est les propos de Sébastien Arsac, la nature c'est la vie c'est de la souffrance. Ça n'est que de la souffrance. Moi, Sébastien Arsac m'a dit, moi je ne veux pas ajouter de la souffrance à la souffrance, mais de quelle souffrance parles-tu ? Eh bien la vie c'est de la souffrance. La vie c'est de la souffrance. Il y a des animaux qui meurent, il y a des prédateurs, il y a des arbres qu'on coupe, il y a des arbres qui tombent, c'est de la souffrance. Ça me fait souffrir, donc je ne rajoute pas de souffrance à la souffrance. Et donc je vis, ces porte-paroles du véganisme qui se disent naturalistes, écolos, c'est faux et archi-faux, et donc le discours écolo n'est qu'un paravent. Ce sont des gens qui, en fait, moi ça me fait dire que le véganisme n'est qu'à la fois le révélateur et l'acmé d'une société qui est de plus en plus urbaine, coupée des réalités, alimentée par des flux de données, des flux de molécules qu'on assemble dans des plats véganes, par exemple, les plats de cette supercherie de Xavier Niel, les nouveaux fermiers. Regardez la composition nutritionnelle, regardez avec quoi c'est fait, imaginez l'empreinte écologique, c'est vendu comme propre, mais ça ne l'est pas du tout. C'est juste la continuité, de l'agro-industrie poussée jusqu'au bout, mais avec toutes les mentions qui vont bien aujourd'hui. Des mentions que l'on retrouvait presque déjà dans les mouvements puritains protestants aux États-Unis à la fin du XVIIIe et dans les mouvements puritains protestants anglais de la fin du XIXe, ce qu'on voit dans ce chef-d'œuvre de Jack London qui s'appelle Martin Eden, où on lit la bonne bourgeoisie et en même temps le parti communiste naissant dire aux ouvriers ne mange plus de viande pour deux raisons.
la viande c'est impur, c'est sale, c'est le péché de chair à tous les sens du terme. Ça c'était le discours de la bourgeoisie. Et en même temps, la viande appauvrit, t'appauvrit, parce qu'elle coûte cher. Et la société, ce qu'elle te fait subir à toi, ouvrier, elle fait subir exactement les mêmes choses aux animaux. Et on retrouve finalement un discours à peu près équivalent aujourd'hui, mais qui va encore plus loin, parce que dans un certain monde écolo, on est bien dans une forme de purification recherchée. L'homme, c'est le mal, la société est sale, parce que l'homme, c'est le mal, et quand vous corrélez ça, vous liez ça au discours intersexuel, etc., c'est bien l'homme, c'est le mal, l'homme mâle, blanc, occidental, c'est le mal, mais alors l'homme, c'est le mal, la société est sale, et pour se débarrasser de ça, il faut en revenir à une forme de pureté, d'ascèse. Le monde des bons contre le monde des vilains, il faut en revenir finalement à presque une vie d'ermite, où on se nourrit de pas grand-chose, de plantes. Moi j'en ai vu des gens qui mangeaient des plantes, qui sont réfugiés, des néo-ruraux, qui sont allés à la campagne, prétendant qu'ils allaient pouvoir manger en autarcie sans un gramme de viande. En général, ça tient 6 mois. Mais comme ils ont les moyens de le faire, ils y vont, ils achètent des terres sans avoir de crédit à faire, et derrière tout ça, ils partent sous les colibets d'un monde agricole qui ne veut pas les voir, tant qu'ils représentent un monde difficile à appréhender pour le monde agricole. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, si. Et au niveau, j'en ai parlé avec Éric Birlouès, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un consultant en matière d'alimentation. Lui n'est pas très inquiet, enfin pas plus que moi, sur le véganisme, parce que voilà, le véganisme fait partie d'une éthique de l'alimentation que notre société aimerait défendre, en théorie, sans se donner les moyens. Je vais y venir. Il y a une éthique du corps, une éthique de la nature, une éthique de la sincérité. Les produits aujourd'hui doivent être sincères, doivent être purs, comme nous. Donc les produits doivent prouver qu'ils sont corrects. Selon quels critères? Ceux définis par ceux qui tiennent les médias et le discours dominant. Donc, un produit correct, c'est un produit forcément bio, c'est un produit qui n'a pas fait souffrir les animaux, et demain, ce sera un produit qui n'aura pas fait souffrir les plantes, parce que la dérive, elle est là déjà. Là, je viens de faire un sujet pour TF1, film, au mois de septembre, dans le livre à doigt forêt sur la forêt, dans le livre à doigt forez sur la forêt. Aujourd'hui, les forestiers sont confrontés à des gens, je ne pensais pas que c'était à ce point-là, qui s'enchaînent, qui embrassent les arbres, et des gens qui sont en crise parce qu'on doit couper un arbre. Et qui vous parlent de la conscience des arbres, que le chêne est une mère et un père, et qu'à ses pieds, il y a ses enfants. Moi, j'ai interviewé des gens qui m'ont dit ça. Bon, évidemment, ce sont des véganes aussi. Donc il y a une éthique de l'alimentation qui se met en place. On demande aux produits alimentaires d'être propres, d'être sains, d'être purs. Et finalement, le produit le plus pur, le produit le plus sain, dans cet esprit-là, pour les tenants de cette vision hard du véganisme, c'est le produit transformé. Parce que vous mettez un tuyau devant, derrière une vache, vous contrôlez ce qui rentre, ce qui sort. Déjà, vous aurez un bilan carbone qui est assez favorable, un bilan matière assez favorable. Et allez voir dans les rayons véganes des magasins bio. Effectivement, si vous voulez être sûr de votre produit, vous le résumez. Vous ne faites qu'aller encore plus loin dans cette logique réductionniste que subit l'alimentation depuis 40 ans, c'est-à-dire on résume les aliments à leur contenu nutritionnel et à leur possible impact sur la santé. Donc vous résumez l'alimentation, là par exemple le bœuf carotte, à son contenu en protéines, en lipides, en oligo-éléments. Vous assurez que personne n'a souffert derrière, que peut-être les ouvriers, les paysans ont été bien payés, vous assemblez tout ça et vous vendez tout ça à des gens qui, de toute façon, n'ont pas envie de savoir d'où ça vient, parce que rien que l'odeur d'une ferme les emmerde, une vache leur fait peur, la boue sur les chaussures, c'est pas bien. Et donc en fait, ce combat pour une naturalité, une planète nouvelle, une planète qui tournerait mieux, en fait, il est complètement schizophrène, parce que ces gens-là ne font que faciliter le travail de l'agro-industrie, qui aujourd'hui est en train de faire de ces gens-là, qui sont souvent sincères, notamment les gens d'L214, des idiots utiles. L214 a été fondé par des gens sincèrement émus, bouleversés par le sort des animaux. Très bien, au départ, c'était une lutte
contre le foie gras. Et sans s'en rendre compte, en cherchant des subventions, ils sont tombés sous la coupe des mêmes financiers américains. Enfin, l'enquête a été faite par Gilles Luneau dans un livre qu'il a publié récemment, l'an dernier. Moi, j'avais fait une autre enquête de mon côté un peu avant lui. C'était pas encore précis ce que moi j'avais trouvé. Chez lui, c'était bien clair. Derrière L214 et compagnie, on a les GAFAM, on a des financiers qui se disent eux-mêmes protestants, cherchant le transhumanisme, c'est-à-dire une amélioration de l'homme, voire de son corps par son esprit, de façon à épurer l'homme de tout ce qui fait mal à la planète. Donc derrière le mouvement L214, on a aussi des gens pour qui le véganisme est un moyen d'arriver à cette folie. Et on a aussi des gens qui sont exactement les mêmes que ceux qui ont financé pendant des années l'élevage intensif, avec ses pires travers comme on a aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne ou au Danemark. Ce sont les mêmes, au sein desquels on trouve un actionnariat qui est en train de changer, ce qu'il a dans son portefeuille. L'industrie agroalimentaire, c'est mal. C'est source d'emmerdement. Un jour ou l'autre, il y aura des taxes carbone. En termes d'image, c'est très mauvais. Et donc on voit des financiers, j'en cite quelques-uns dans mon bouquin, mais j'ai oublié leur nom, qui aujourd'hui n'investissent plus sur ces sociétés-là, sauf si elles-mêmes investissent dans les associations, dont L214 qui est citée, qui, elles, préparent le terrain à l'arrivée d'autre chose, c'est-à-dire d'un nouveau marché sur lequel il y aura beaucoup plus de valeur ajoutée, la viande cellulaire et tous les substituts végétaux. Ce sont exactement les mêmes. Ce sont exactement les mêmes. Et Xavier Niel est l'exemple parfait, fondateur de Free, entre autres, de ce qui se passe aux États-Unis. C'est un type qui n'est pas plus attaché que vous ou moi à la nature, à la viande, aux animaux. C'est un type qui a vu un nouveau marché, et le nouveau marché, c'est celui de cette éthique alimentaire basée sur un seul indicateur, finalement, le fait de ne plus faire souffrir les animaux. Mais les nouveaux fermiers, c'est ni nouveaux ni fermiers, ce sont des grands entrepôts dans lesquels on ne fait que de l'assemblage de molécules. Finalement, derrière tout ça, on aura une industrialisation encore plus poussée de la bouffe. Après, est-ce que c'est grave? Non. Pour moi, ce sera toujours un marché de niche. D'ailleurs, qui commence à retomber. Je vois que l'agressivité du monde vegan ou le soutien que les porte-paroles du véganisme ont dans la presse est en train de baisser tout doucement, parce que cette violence fait peur et puis parce que finalement on raconte toujours la même chose. Ça concernera toujours qu'un marché de niche, un marché de gens qui croient, je pense que ce sont les mêmes qui, dans notre société où on valorise le statut de victime, où on valorise toutes les offenses réelles ou supposées, si je vais mal, c'est à cause de quelqu'un d'autre, ou c'est à cause d'un aliment, donc c'est à cause du gluten, c'est à cause de la viande. Finalement, ça va avec ça. Je pense que les gens qui sont des excessifs du véganisme sont les gens qui avant étaient des excessifs de l'anti-gluten ou du sel ou que sais-je encore. Donc ça ne touchera qu'une faible part de la population, à mon avis. J'espère que je ne me trompe pas, sauf que ça fait des dégâts derrière. Ça fait beaucoup de dégâts dans la société. Ça crée un dégât, pourquoi? Parce que ça, c'est le bouquin que j'ai écrit pendant le confinement, qui vient d'avoir un prix, Ensemble pour mieux se nourrir. C'est une enquête que j'ai faite pendant 2 ans avec Alexis Génie, le prix Goncourt 2011, sur comment en France on bouffe quand on est pauvre. Bon, c'est pas joyeux. Et ce qu'ils nous disent tous, ce qu'ils nous ont tous dit, pauvres, plus ou moins pauvres, c'est 8 à 9 millions de personnes quand même qui ont du mal à bouffer. C'est-à-dire 8 à 9 millions de personnes qui, durant le mois, se passent de bouffer pendant une journée, au moins une journée. 2 jours, 3 jours, 4 jours, il y a des gens qui, à la fin du mois, finalement, quand on compte bien, c'est ce que font les associations, n'ont pas bouffé pendant 10 jours. Pour vous donner une idée. Et pourtant, pour ces gens-là, qui bouffent de la merde, ils le savent, la viande reste un indicateur important. Tant on peut encore foutre un beefsteak de temps en temps dans l'assiette des enfants, c'est qu'on n'est pas tout à fait dans la misère. Et en particulier chez les musulmans, où le rapport à la viande, il est encore plus fort. Et donc le discours, entendre en permanence parler de véganisme à la télé, à la radio, entendre en permanence des gens qui sont tout minces, qui manifestement ont un haut revenu, qui tiennent les médias, leur dire ce qu'ils doivent manger,
alors que la société finalement ne fait pas grand-chose pour eux, c'est vécu franchement comme une violence sociale. C'est vécu comme une violence sociale. Il y a un vrai rejet de ce discours, parce que ce discours oublie le fait que certes, moins manger de viande est utile pour la planète, ça je veux bien le croire, mais c'est vécu comme une négation de ce qu'ils sont, et c'est vécu comme une négation de cet acquis social qui a été la viande, comme la voiture pendant les 30 glorieuses. C'est très frappant le rapport que les gens ont à la viande, et à tout le moins, manger moins de viande, oui, moi j'en mange finalement assez peu, voire même très peu, mais il y a une façon d'amener les choses. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? En fait, je crève de soif. Ah bah voilà, laisse. Il n'y a pas de vin, mais non, c'est bon. J'avais noté un autre truc à vous dire. Non, c'est ce que m'a expliqué Sébastien Arsac. Voilà, puis je finirai là-dessus. En fait, ce que lui fait, et ce que les GAFAM font derrière, c'est la logique. Je ne sais pas si c'est Peter Singer qui a inventé ça. C'est la logique du tube de dentifrice. C'est-à-dire qu'on appuie sur un tube qui a l'air vide, c'est notre conscience, notre conscientisation écologique selon lui. On appuie tout doucement, jusqu'à faire sortir les choses tout d'un coup, jusqu'à provoquer quelque chose tout d'un coup. Vu autrement, c'est la logique d'Uber. Quand vous regardez l'histoire de Uber, il était clairement dit dès le départ que pour ses fondateurs, personne n'allait louer une voiture Uber, parce que les taxis étaient là. Et donc, leur stratégie pendant des années, c'était de dégoûter les gens du taxi. En faisant quoi? En prenant la moindre information, circulant sur le net, disant que tel chauffeur était raciste, tel autre, sa voiture était dégueulasse, profiter à Paris du rejet que beaucoup d'entre nous ont eu pour les taxis qui n'étaient pas là, qui râlaient tout le temps, qui étaient trop chers, etc. Et donc, il y a eu cette stratégie de dégoûter les gens pour qu'au moment où le fruit était mûr, Uber arrive en disant, vous voyez, c'est dégoûté des taxis, nous on est là, et notre offre est là. Et Uber, ça a marché d'un coup, ça a marché en 6 mois, 1 an, ça s'est installé à Paris. La logique des promoteurs du véganisme, c'est un peu la même chose, et c'est bien ce qui est financé par ces financiers américains et anglais, c'est de dégoûter les gens de la viande, de leur montrer à quel point c'est scandaleux, pour au moment opportun leur présenter une alternative. Donc le véganisme, pour répondre à la question, est-ce que c'est une nécessité, ça a été, je pense, une nécessité pour remuer tout le monde, parce que finalement, ils posent quand même quelques bonnes questions. Simplement, leurs réponses, à mon avis, sont pas du tout adaptées. Donc oui, l'élevage émet du méthane. Oui, des animaux sont tués dans des conditions épouvantables. Oui, les abattoirs, c'est pas bien. Et alors? Oui, des animaux souffrent. Et alors? Pour eux, la réponse, c'est qu'il faut tout arrêter. Pour moi, je ne suis pas sûr. Voilà, j'attends vos questions. Est-ce qu'il y a des réactions, des ressentis? Alors, Frédéric, je tiens à préciser que le chiffre que tu as lu sur les cartes, ce matin, j'ai expliqué que c'était parce que c'était si on se basait sur les produits issus de l'élevage intensif, que c'était pas du tout le cas si on était en polyculture élevage. Je te dis ça pour te rassurer simplement. Alors après, c'est vrai ce que tu dis, il y a eu un phénomène étonnant. Dans le temps, ils allaient gagner leur pain, puis un jour, et tu en fais partie de cette génération-là, on a commencé à gagner son beefsteak. Alors là, maintenant, effectivement, ce que je me demande, c'est quel est le scénario des véganes, parce que c'est gagner son produit ultra transformé. Enfin, je sais pas, moi je suis très perplexe sur qu'est-ce qu'ils proposent effectivement comme type de société. Ce qu'ils proposent, c'est une société qui est sous le contrôle. En fait, on est dans une société qui a peur du risque, et eux ont très très peur du risque. Ils veulent être sous une... Oui, il y a un fantasme de contrôle absolu de ce qu'ils ingurgitent, de contrôle absolu sur, comment dirais-je, notre rapport avec la... Enfin, en fait, non, je reprends. C'est un contrôle absolu sur ce qu'ils ingurgitent et une fermeture, à mon sens, totale, de la nature. C'est un monde d'urbain. Et donc, ce qu'ils proposent, c'est on reste en ville. Je prends une image pour faire très court. C'est on vit en ville, on est alimenté par des flux de données, on s'alimente par des agrégats moléculaires et on ne se préoccupe pas du reste. Et surtout pas parce que la nature doit vivre sa vie.
Moi, ce que m'a dit Sébastien Arsac, il m'a donné son régime alimentaire. Donc c'est que des végétaux. Il m'a dit, ouais, mais quand même, je mets un peu de... Zut, qu'on appelle ça. Non. Vous savez, un exhausteur de goût là qu'on trouve dans le soja. Voilà. Mais je fais, mais pourquoi? Mais parce que sinon, c'est pas bon. Mais j'ai fait, mais ça te dérange pas? Non, mais dit, moi, tout ce qui vient de l'industrie, si ça n'a pas fait souffrir un être vivant, ça ne me dérange pas. Voilà, c'est un monde industriel, c'est un monde de science-fiction. Une chose quand même, c'est qu'il y a aussi peut-être une pression qu'il faut que l'on donne, c'est que quand tu parles de véganisme, tu parles de pensée de système, éventuellement appuyé à des forces économiques. On ne parle pas du choix individuel. Hein. C'est un point quand même qu'il faut qu'on soulève ici. Oui, absolument. J'avais une petite question quand vous avez dit que du coup les agriculteurs, ils avaient quand même, enfin certains des agriculteurs avaient peur du mouvement vegan. Moi j'étais assez étonnée par ça parce que c'est vrai que j'ai pas trop entendu ce discours et je voulais savoir c'était quel type d'agriculteur qui vous avait fait ce retour. Les éleveurs en général, évidemment. Non, c'est... Type d'éleveur, est-ce que ce sera plutôt du coup des éleveurs en intensif? Il y a des éleveurs en bio aussi par exemple ça fait... Parce que moi j'ai interrogé des agriculteurs par exemple et j'ai pas entendu ça encore. Moi je n'entends que ça, y compris chez des éleveurs bio de chez bio, qui font tout bien comme il faut, ou du label rouge tout bien comme il faut. Ils en ont peur parce que pour eux c'est la goutte d'eau qui risque de faire déborder le vase d'une invisibilisation de leur métier. Tout le monde se fout de l'agriculture, en particulier de l'élevage. Démographiquement, les éleveurs, si on prolonge la courbe en 2025, en 2030, allez, je vais être gentil, il n'y en a plus un seul, parce que plus personne ne veut reprendre, parce que le métier est dur, parce qu'ils n'arrivent plus à former leur prix comme ils veulent, et en plus, on les traite d'assassins, de gens qui font souffrir les animaux, et ils en ont ras-le-bol. Et ça leur fait peur à un point où, quand j'ai fait, c'était un autre livre, celui qui était après celui-ci, moi j'ai demandé à Interbev et au CNIEL, le Centre National, l'équivalent d'Interbev, c'est l'interprofession de la viande bovine, et le CNIEL, c'est pour le lait, et je leur ai demandé de m'organiser une réunion avec une quarantaine d'éleveurs. Et je leur ai demandé, qui avaient tous peur de ce qu'allait devenir l'élevage, et je leur ai demandé, donc ils étaient face à moi pendant 4 heures, et je leur ai dit, prouvez-moi qu'on peut être vegan, prouvez-moi qu'on n'a pas besoin de l'élevage. Et s'ils sont presque arrivés, en disant oui, effectivement, on peut se passer de protéines, oui, effectivement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'œufs? Ils ont vraiment joué le jeu, sauf sur 2 points, enfin en fait un seul. Ils ont dit, mais je ne peux pas, moi éleveur, me passer de mes animaux. Derrière le véganisme, il y a l'antispécisme. Derrière l'antispécisme, il n'y a plus de vaches, il n'y a plus de moutons, il n'y a plus de cochons. Moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis né pour élever des animaux et moi, ça m'a marqué. C'était viscéral. C'était physique, presque physiologique, ça se sentait, ils avaient besoin de leurs animaux, et c'est pour ça que le discours vegan leur fait peur. En fait, à une échelle globale, c'est une rupture anthropologique, et à une échelle, à l'échelle de la ferme, c'est l'existence même de ces gens, et souvent les éleveurs sont là de père en fils, en fait, ils sont face à un avenir qui est complètement bouché, et ils voient une société et notamment les consommateurs, qui ne les soutient pas. Donc, peu l'expriment peut-être, en tout cas j'en ai encore vu un au mois de décembre que j'ai interviewé, c'est le plus gros éleveur bio bovin-viande du Tarn, il a 500 vaches sur 600 hectares, il fait tout comme il faut, ces vaches n'ont aucun intrant, ces vaches ne mangent que ce qui pousse dans la prairie, dans la pâture, et il m'a dit, moi, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, ils sont éleveurs depuis la Révolution, 1787, il dit, moi je vais arrêter. Je vais arrêter. Non, c'est pas ça, c'est que le discours vegan se rajoute à cette dépression générale qui leur fait dire mais pourquoi continuer alors qu'on n'arrête pas tous les jours de nous dire que si la planète va mal, c'est à cause des rots de nos vaches et qu'en plus on les égorge, on leur fait mal et qu'en plus notre viande elle donne le cancer, en fait c'est vécu comme insupportable. D'accord, merci. J'ai une question en bas, je remonte. Samuel voulait poser une question. Il y avait madame, mademoiselle. Oui, j'avais 2 questions. Y a-t-il chez les véganes une autre intention de convertir la société que par le discours? Est-ce qu'ils imaginent des dispositions réglementaires pour limiter? Oui. Ouais. Oui, il y a un petit lobby
du bien-être animal à l'Assemblée et au Sénat. Alors moi j'ai participé à une commission, j'étais auditionné, audité, je ne sais pas comment on dit. C'est assez particulier parce qu'on tombe vite en France dans le manichéisme. Donc face à des demandes qui sont légitimes, se lèvent des gens avec des arguments stupides exactement à l'opposé. Et souvent on retrouve les pro-chasses, on retrouve les gens des interprofessions de la viande, et du coup il n'y a pas vraiment de débat. Mais ça peut aller loin parce que les députés et les sénateurs, ils sont comme vous et moi, ils sont très sensibles à l'opinion publique ou à ce qu'ils pensent de l'opinion publique, et ils peuvent parfois voter sans même s'en rendre compte des textes qui peuvent aller plus loin que ce qu'ils pensaient, et ça a été le cas, alors j'ai plus ça en tête, mais dans le projet de loi qui a été voté là, sur le bien-être animal il y a quelques mois, moi j'avais assisté à quelques discussions, c'était assez étonnant de voir les manœuvres en sous-main de ce lobby du bien-être animal qui avait réussi, enfin c'est des vrais lobbyistes qui avaient réussi notamment sur, je crois que c'était sur le cirque, je ne sais plus. Les sénateurs pensaient voter un texte qui concernait le cirque. Alors, excusez-moi, là-dessus, je suis très flou parce que ça vient de m'échapper. Les sénateurs et les députés pensaient qu'ils allaient voter un amendement destiné uniquement au cirque, mais qui, en fait, allait avoir par effet domino des conséquences beaucoup plus vastes. Et il a fallu qu'une députée de Vendée explique ce qu'il y avait dans cet amendement pour que finalement la loi revienne à de plus justes proportions. Mais oui, il y a un vrai lobby. Sur cette question-là, sur la non-interdiction des poules en cage, par exemple, qui a été votée il n'y a pas longtemps, il donne vraiment la pour se faire. Enfin, la réglementation ne va pas toujours dans le sens du bien-être animal, et il y a un moment où évidemment ça va donner du poids à ceux qui. Bien sûr. Après, sur le bien-être animal, moi je me souviens. J'ai fait partie, notamment avec Éric Birlouez et quelques chercheurs de l'INRAE, d'une commission sur l'élevage qu'avait monté Danone, qui a 15 ans s'inquiétait beaucoup de l'avenir déjà de ces éleveurs de bovins laits. Et donc on se réunissait une fois par mois pendant une journée au siège de Danone, et il y avait une journée consacrée au bien-être animal. Et ils avaient demandé à 3 ou 4 bureaux d'études, donc je vous parle de ça, c'était en 2000, ma fille 2008, elle avait 3 ans, donc 2011, ils avaient demandé à 3-4 bureaux d'études de créer un tableau de bord d'indicateurs sur le bien-être animal. On en est arrivé à 444 indicateurs possibles sur le bien-être animal, c'est-à-dire par agrégation de tous les indicateurs qui existent. Donc, qu'est-ce que le bien-être? En fait, c'est un combat sans fin. Moi, j'en sais rien, je ne sais pas ce que c'est que le bien-être animal. Et même d'un éleveur à l'autre, on n'a pas les mêmes réponses. Moi, cet éleveur dont je vous ai parlé dans le Tarn, il m'a dit, moi, mes vaches sentent quand elles doivent mourir. Je le sens. Je le sens, j'ai appris ça, etc. Je le sens. Comment il fait? J'en sais rien. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. Donc c'est une question qui est... c'est une question à laquelle il n'y aura jamais de réponse. Enfin, qu'est-ce que le bien-être animal? Pour tout vous dire, dans mes enquêtes, j'ai gavé des oies. Je l'ai fait pour voir ce que c'est. Moi, franchement, ça ne m'a rien fait du tout. Alors je suis peut-être un cynique absolu ou un gros salaud. Alors effectivement, les oies, c'est très troublant. Les oies, elles tendent le cou. Vous leur mettez le machin, ça dure 3 secondes si vous avez le coup de main. Est-ce qu'elles ont mal? J'en sais rien. J'en sais rien. Sans doute qu'elles ont mal, j'espère. Bon, en même temps, le foie gras, c'est tellement bon. Oui, 3 petites choses mais qui sont complémentaires et je ne vais pas être longue. Est-ce que j'ai l'impression quand même que le monde agricole souffre de plein de choses. Le véganisme est quelque chose d'assez, me semble-t-il, minoritaire dans le mal-être agricole aujourd'hui, avec plein d'autres phénomènes, de manque de relève, de solitude des agriculteurs, des agricultrices, l'accès à la terre, les réglementations européennes, etc., etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Est-ce que le véganisme n'est pas aussi quelque chose qui a fait l'objet d'un phénomène amplificateur qu'on trouve dans les médias? Je suis journaliste aussi, je vois très bien comment ça fonctionne. On adore mettre en avant les plus radicaux, parce que ça fait vendre du papier, et ça fait vendre du papier qui fait venir des recettes publicitaires d'annonceurs pour les journaux pour lesquels nous travaillons. Donc il y a aussi cet effet-là qu'on va trouver dans pas mal de mouvements
sociaux, que ce soit le véganisme, mais plein d'autres mouvements qui agitent aujourd'hui nos sociétés, où on a 4 personnes qui crient fort, mais effectivement qu'on met en avant. Aussi en librairie d'ailleurs, enfin voilà, il y a tout un système qui se met en place autour. Donc est-ce que c'est pas effectivement, ça n'a pas été surévalué comment dire, l'impact réel? Je ne parle pas de la radicalité du discours, mais l'impact réel de ce discours dans nos sociétés. Et d'autre part, j'ai le sentiment qu'on assiste à un mouvement de balancier inverse, avec par exemple des choses qu'on met aussi beaucoup en avant, qui sont par exemple des petits abattoirs, qui sont l'abattoir mobile là, qui est en train de circuler dans l'Est de la France, avec un retour effectivement de pratiques, en tout cas une mise en valeur de pratiques d'élevage et d'abattage qui sont à échelle humaine, etc., et qui sont aujourd'hui qui sont valorisés aussi dans des politiques publiques d'ailleurs. Évidemment que nous, médiateurs, journalistes, on grossit le trait parce qu'on en a besoin. On est manichéens parce que c'est comme ça que ça marche le mieux. Parce que cette mécanique, comment dirais-je, d'accusation, de victimisation, elle fonctionne mieux que de montrer simplement un éleveur. En fait, c'est la logique de Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut a été détesté par l'ensemble du monde médiatique pour ça. Alors, il avait plein de travers, mais il ne faisait que montrer des gens qui étaient à peu près juste heureux de vivre et qui faisaient quelque chose dans leur territoire. Ça a toujours été méprisé dans notre profession. Et puis, il y a une forme d'endogamie sociale. Enfin, les journalistes parlent d'eux-mêmes et se parlent à eux-mêmes, surtout à Paris. Et les bourgeoisies ont toujours dit au peuple ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils devaient manger, comme les religions. Enfin, dans toutes les religions, il y a des interdits alimentaires. Le pouvoir passe aussi par des interdits alimentaires. Donc oui, on a grossi le trait, mais vous avez raison, le balancier est en train d'aller dans l'autre sens. Vous parlez d'Émilie Janin, avec ses abattoirs mobiles. D'ailleurs, c'est un beau cas de lobbyisme discret, mais très efficace, jusqu'à l'Assemblée. Elle est très forte là-dessus, Émilie, que je connais un peu. Donc je pense que l'excessif s'atténue, mais ça continue. Pourquoi ? Parce qu'il y a un intérêt industriel. Il y a un intérêt industriel à faire du véganisme parce que c'est une nouvelle marge, ce sont de nouvelles valeurs ajoutées pour un monde de l'agroalimentaire qui est sans cesse obligé, c'est une des raisons, ce que m'expliquait le patron de Herta. Nous, on est obligé, m'a-t-il dit, de proposer des nouveaux produits tout le temps, parce que les nouveaux produits, c'est-à-dire tous les mois, parce que les nouveaux produits qu'on met en tête de gondole, en tête de rayon, c'est ceux sur lesquels on a les plus grosses marges. Et puis ensuite, ça passe. Et donc, parmi les nouveaux produits, il y a ceux qui s'adressent à la clientèle qui n'a pas forcément le plus d'argent, mais qui a envie de dépenser plus d'argent sur ces produits qui le représentent socialement, le véganisme, le sans gluten, etc. On est ce que l'on mange, on mange ce que l'on est. Afficher, même pour plus cher, des produits véganes, c'est comme acheter un Mac plutôt qu'un PC, on affiche quand même quelque chose, un statut social. Jean-Luc. Alors, il y a madame qui attend le micro. Oui, juste une info. Moi, j'ai été invité à voir un film qui s'appelle Animal. Et j'y suis allé à reculons. À cause du personnage de Cyril Dion. Mieux que ça, ça démarre et on a les 2 personnages principaux qu'on va suivre pendant tout le film. C'est une jeune femme qui est anglaise et qui fait partie d'Extinction Rebellion et un jeune français qui, lui, milite aussi. Et on apprend qu'ils sont véganes. Et je me dis, merde, qu'est-ce que je suis allé faire dans cette galère ? Et en fait, je recommande d'aller voir ce film parce que justement, sur le côté élevage, il montre 3 éleveurs avec toute la difficulté. Et je trouve que c'est extrêmement bien fait. Ouais, je l'ai vu. Effectivement, c'est pas mal. Alors, en fait, moi je trouve que vous avez dit énormément de choses. Donc là, c'est pas vraiment une question que je vais avoir ou quoi, parce que vous avez dit beaucoup de choses et de plein de façons différentes. Et du coup, en fait, il nous faudrait quelques heures pour discuter. J'adorerais avoir plein de discussions avec vous. Juste pour me situer aussi, ben voilà, moi je suis fille de boucher. Aujourd'hui, je mange plus de viande, c'est un choix. Mais d'un autre côté, je me dis que dans un monde qui n'aurait pas basculé dans une ultra-financiarisation de la viande, je ne serais jamais devenue... Enfin, j'aurais jamais écarté la viande parce que c'est pas par goût, je l'aime, il n'y a pas de souci. Et peut-être qu'un jour j'y retournerai, j'en sais rien. Aujourd'hui, je n'en mange pas et aujourd'hui, je n'ai pas la volonté. Et je travaille avec des éleveurs qui, effectivement, ont peur
des véganes, moi je leur disais, mais ce n'est qu'un révélateur de ce pourquoi vous vous battez, ça veut dire la cause paysanne. Et ayez bon sang, comment ça se fait que vous ayez plus peur des véganes que des agro-industriels qui vous ont pété le métier, quoi. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est qu'un jour, c'est un éleveur qui m'a dit, tiens, on va organiser un débat là. Alors c'était un peu comme votre titre, le véganisme, faut-il en avoir peur? Donc il y avait des éleveurs, des chasseurs, une épicerie végane qui allait ouvrir avec des petits jeunes très gentils, et moi j'animais ça. Alors voilà, la première chose à dire, c'était, en fait, on va pas essayer de se convaincre. Bah non. On va juste parler de où on est. Et moi, je vais convaincre personne, et toi, le chasseur, tu vas convaincre personne, et toi, le vegan non plus, et toi, l'éleveur non plus, parce que c'était pas ça qui était intéressant, je trouvais. C'était plutôt de dire, voilà, moi, comment ça se fait que ma fille de boucher, pourquoi j'en suis là, et où j'en suis aujourd'hui, et dans quel monde, et pourquoi l'éleveur, lui, il en est là, et pourquoi. Et en fait, effectivement, ce qui manque peut-être, je suis bien d'accord, et je vous rejoins ce que vous l'avez dit un moment, c'est ça manque de débat, en fait. Et que la cartographie, elle n'est pas les gentils prolos viandards à qui on essaye de dire des choses, parce que la bourgeoisie, pour moi aussi, c'est tout ce capitalisme qui me vend un way of life ou mon bon steak McDo, machin, c'est quand même tellement cool. Bon, vous voyez, voilà, pour moi, c'est très très complexe, en fait, cette cartographie-là. Et en fait, on est dans un point où, hop, ça y est, ils ont mis, en fait, pour moi, le mérite de gens qui ont se donné une étiquette. Et c'est ça qui est moche, c'est l'étiquette en réalité. Parce que, voilà, moi, je me dis, moi, j'ai bossé aussi chez McDo, vous voyez, et je travaille aujourd'hui pour les agriculteurs bio. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est que dans sa vie, on a un chemin à faire. Et beaucoup de gens, ceux qui sont dans une position aujourd'hui ne seront pas ceux qui seront dans la même position demain. Donc, ça, au moins, l'humain a ça, je trouve, d'intéressant. Et du coup, c'est en fait organisons le débat et de la façon la plus sereine pour comprendre où sont les trajets et qu'est-ce qu'on peut réellement souhaiter en fait effectivement aujourd'hui comme agriculture et comme alimentation, parce que ne serait-ce qu'au passage, voilà, la PAC, il n'y avait qu'un A, il n'y avait que agriculture et c'était complètement décorrélé de l'alimentation. Et moi, les véganes ne m'emmerdent pas, les éleveurs ne m'emmerdent pas. J'aime parler avec tous et j'adorais polémiquer pendant des heures. Non, moi, les véganes ne m'emmerdent pas non plus. Mais en fait, derrière tout ça, vous parlez d'organiser des débats. Moi, je passe ma vie à organiser des débats. Il y a une chose à faire, c'est chasser l'émotionnel tout de suite. Sinon, vous n'arrivez à rien. Et le problème, c'est que ça n'est que de la projection. Ça n'est que l'émotionnel. Moi, quand j'étais à France Inter, j'avais les mêmes réactions émotionnelles sur le compteur Linky et les éoliennes. Le compteur Linky, c'est fini. Mais c'était invraisemblable. Vous faisiez une émission sur le compteur Linky, en fait, vous faisiez une émission sur l'intimité des gens. L'éolienne, dès que vous parlez d'éoliennes, en fait, vous faites une émission sur le paysage vécu des gens. Vous faites une émission sur leur vie. C'est ça qu'ont pas compris les promoteurs des éoliennes, d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est pas une éolienne que vous allez mettre dans le paysage. Vous allez obliger les gens à vivre avec un autre paysage que ceux avec lesquels ils ont vécu depuis des générations. Et ça s'explique, ça avance, et à chaque fois que les champs d'éoliennes ont été acceptés, il y a eu un paysagiste qui est intervenu dès le départ. Toujours en amont, il y a un paysagiste qui intervient, qui dessine avec les gens le paysage, leur paysage vécu, le paysage avec les éoliennes. Je ferme la parenthèse sur les éoliennes, je viens de travailler là-dessus. C'est frappant, on retrouve le même genre de réaction. Et finalement, sur la viande, c'est quoi? C'est notre rapport à la mort, c'est notre rapport à nous-mêmes. Et ça fait 2000 ans que les trois religions du livre, en fait, essayent de nous faire admettre l'idée qu'il faut vivre avec la mort. Qu'ils essayent de nous faire admettre l'idée qu'il faut tuer des animaux pour vivre. Dans les trois religions du livre, finalement, il y a plein de pratiques. L'égorgement, c'est ça, finalement. Moi, l'égorgement, je trouve ça dégueulasse. Et en même temps, quand on regarde, quand on est à l'origine de ça, voilà, le sang coule, c'est une forme d'hommage. Comme ça, l'âme va directement à Dieu. Et c'est pas, moi, je suis pas croyant, je suis un athée absolu. Mais c'est notre rapport à la mort, c'est comment vivre, comment assumer le fait de devoir donner la mort pour pouvoir vivre nous. Et ça fait 2000 ans qu'on en discourt, ça fait 2000 ans qu'on en discute, et certains apôtres du véganisme prétendent avoir la réponse absolue. En fait, c'est pas nouveau du tout, c'est un discours qui date de 2000 ans, et puis je vois pas pourquoi aujourd'hui on le trancherait. Moi j'assume, eux n'assument pas, on fait chacun comme on peut avec la mort en fait. Mais pourquoi eux auraient plus raison que moi? Alors moi j'ai ma petite technique, moi je fais à bouffer. De temps en temps, vous avez compris, j'aime bien les plats mijotés ou la côte de bœuf, c'est la seule viande rouge que j'aime bien. Et je vous jure que c'est vrai, moi je sais d'où elle vient, je suis à Brunois, là où il y a une antenne du muséum, j'ai un boucher qui a son éleveur, donc je sais d'où vient la viande, je suis plutôt rassuré.
Mais je dis à mes enfants, vous ne jetez rien parce qu'un animal est mort pour vous. Je fais un peu comme dans Avatar, vous savez. Et puis, moi, cette viande-là, je la travaille, ça se respecte parce que derrière, il y a un animal. Comme je respecte les produits, moi, je fais à bouffer, encore une fois, bah, je respecte l'agriculteur qui m'a... Je vais directement chez un producteur, je ne vais pas chez le vendeur bio, je veux un producteur parce que le fric, il va à lui, parce que lui me répond, et parce que, bah oui, j'ai envie de bien travailler ses légumes, de bien travailler la viande. Voilà, pour moi, c'est ma forme de respect, c'est comme ça que j'assume. Ma part animale, ma part de prédateur. Et en même temps, j'ai une fille qui est bien dans l'ambiance actuelle et un fils, mais surtout une fille qui ne veut plus manger de veau, parce que c'est un bébé, qui ne veut plus manger d'agneau, parce que c'est un bébé. On a évité les poules, parce qu'elle ne voulait plus manger de poules. Et en fait, sa mère, c'est pareil, sa mère a des poules, et elle a vu des poules bouffer un chaton. Donc depuis, elle a dit, bah, finalement, c'est des prédateurs. Donc on peut bouffer des poules, enfin du poulet. Donc on bouffe du poulet. Voilà.